You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Pas content. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Et d'ailleurs, merci de la part de toute l'équipe d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Et si vous nous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez dès maintenant nous mettre 5 étoiles pour nous aider au mieux. Que vous soyez en train de déjeuner, de travailler ou encore dans le métro, Clapement 5 continue de rythmer vos semaines. Et aujourd'hui, il est l'heure de l'interview. Elle est comédienne, vous avez pu la voir sur YouTube avec la chaîne Good Monique ou encore le Latte Show. Elle a ouvert sa chaîne perso et une autre chaîne qui s'appelle Rétro Moro. Elle est plus rapide que son ombre pour ouvrir des chaînes YouTube. L'invitée de la grande interview de Clapement 5 est aujourd'hui Marjorie Lenohan. Bonjour Marjorie. Bonjour, je suis aussi plus lente que n'importe quoi pour pas enchaîner les vidéos sur Pour ces chaînes. publier des vidéos, on en reparlera. Je vais te présenter les clapeurs qui t'accompagneront aujourd'hui. Tout d'abord, nous retrouvons notre clapeuse productrice Elsa Morel. Bonjour. Ça va Elsa? Ça va très bien. Pour t'accompagner, nous sommes en retour, là, compliqué. Pour débattre avec toi, il y a le retour de l'intrépide producteur artistique Made in Canal+, Florian Guillot. Bonjour tout le monde. Et pour terminer, nous retrouvons notre journaliste cinéma Gabriel Thibault. Bonjour. Ça va Gabriel? Ah ouais. Tu fais tes débuts dans ce podcast en... Ah c'est la première fois, se passe beaucoup bien d'émotions mais bon, bah, tant ça mieux, va bien là. se passer. Et moi ça va pas donc. Toi non. Elsa ça va, Gabriel ça va. C'est vrai que toi je t'ai pas demandé. Donc vas-y. Et comment ça va? Ça va très bien, merci Aurélien. Eh ben on est ravis. Je vais me moucher, ça dérange quelqu'un si je N'hésite me mouche? pas. C'est parti dans 3, 2, 1. Ah, je suis déçu, je pensais que c'était plus. C'est subtil. Ah, je suis très discrète. J'ai été très déçu par ce... Je veux quand même pas te dégoûter les gens. Pas de soucis. Bon bah Marjorie, je vais commencer avec la traditionnelle question qui est pas originale mais qui est sympa. Comment est venue ta volonté de devenner comédienne? Pardon, j'ai du mal avec les questions très sérieuses. Avec très, ça me fait rire. Très officiel. Comment est venue voilà, ça remonte hein, là maintenant. Je pense que... Ah oui, si. Alors vraiment, à toute l'origine, je faisais de la comédie musicale quand j'étais petite et j'ai trouvé ça super, sachant que j'avais aucun talent particulier en chant ni en danse. Je trouvais quand même ça très très cool. Et quand ça s'est arrêté, eh bien, je me suis dit que j'avais quand même encore envie de continuer à faire du spectacle. Et là, j'ai vu une émission, figure-toi, qui n'existe plus. En quoi la télé t'a aidé? Mais oui, c'était une émission. Alors, je me souviens, je crois que c'était Comme au cinéma, ça s'appelait. Ouais. Et ils avaient fait un reportage sur le métier d'acteur. Et j'ai fait, waouh, mais c'est trop ça que je veux faire. Et voilà. Et du coup, je me suis inscrite à des cours de théâtre. Oui, c'est bizarre. Hein. Et le théâtre, t'en as fait à Paris ou si t'es arrivé à Paris en faisant des cours de théâtre? En faisant quel cours de théâtre alors d'abord, j'en ai fait à Brest, car je suis originaire de Brest. J'ai fait le conservatoire là-bas. J'étais nulle à chier. Ah ouais oui, mais j'avais des profs épouvantables aussi. Le conservatoire, j'en garde un très très mauvais souvenir. Et ensuite, quand je suis venue sur Paris, j'ai fait l'atelier Blanche Salan, qui est une bonne école que je recommande. Voilà, c'est bon. Ils font un peu leur pub en disant c'est l'école de Vincent Cassel, de François Cluzet. Bon, en vrai, ils ont eu des coachs qui viennent de cette école, mais voilà, il n'y a aucune garantie que vous deveniez le nouveau François Cluzet. D'ailleurs, ce qui était un peu dommage, c'est que c'était une bonne école, une bonne formation, mais ils faisaient aucun accompagnement casting. Il n'y avait aucune prise en considération du fait que on avait envie de vivre du métier. Du coup, un jour, j'ai demandé s'il y allait avoir de la préparation casting. On m'a presque rionné en me disant mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'art du théâtre. Et je me suis dit il faut vraiment que je parte en fait. Ah ouais, du coup, t'as fait toute la formation? T'as resté combien de temps? Non, j'ai fait 2 ans, je crois qu'il restait une année à faire et puis j'ai pas fait. Et puis après les gens pouvaient encore prolonger. Et puis pareil, ils disaient oui, Cassel, il a fait 7 ans. Et il a fait 7 ans, mais c'était le fils de Jean-Pierre Cassel et il tournait des films à côté. Ouais. Donc c'est pas la... Oui, il était coaché, c'est vrai, pendant ce temps-là, pendant 7 ans, mais c'était pas... Enfin, voilà, il avait une carrière à côté, donc... Et qu'est-ce que ça t'a appris pour toi, le 6e art, qui est donc le théâtre? Ça m'a appris que j'aimais pas le théâtre. Ah ouais? Non, j'ai fait un rejet total de cette... Ah ouais, d'accord. Je sais que c'est un sacrilège pour une comédienne de dire ça, mais voilà, moi j'aime pas le théâtre. Je trouve que c'est pas la même chose que travailler devant la caméra. En fait, je trouve que j'ai appris beaucoup plus après sur YouTube à directement être sur un plateau, tout ça, qu'une école de théâtre. Mais après, je pense que
chacun est différent. Robert De Niro, il a jamais fait de cours de théâtre, il déteste le théâtre. Voilà, ça en fait pas un mauvais acteur, je crois. Non, pas pour autant, non. Gabriel, t'as une question pour Marjorie. Je voudrais bien savoir quelle différence tu fais justement entre le travail sur une scène de théâtre et le travail face à la caméra. Qu'est-ce qui change pour toi? Pourquoi est-ce que le deuxième est plus formateur ou... Déjà, on joue pas de la même manière sur une scène de théâtre. Alors, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il y a une espèce de tradition théâtrale qui est qu'on ne dit pas son texte au théâtre comme on le dit... Enfin, bon, après, c'est un peu changé maintenant. Ça dépend le théâtre des courants, moderne. oui. Oui, mais je trouve ça toujours un peu pompeux. Le théâtre est pas très réaliste. J'arrive pas, moi, à m'immerger quand je vais au théâtre. Il y a un côté... je sais pas, c'est trop figé. Le truc du cinéma, c'est qu'on fait partie d'un ensemble, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui rend l'expérience hyper immersive. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, et puis, travailler au théâtre, ça veut dire apprendre son texte par cœur, ne pas se planter quand le public est là. C'est beaucoup de stress. Et moi, ce stress-là, j'arrive pas à le gérer, quoi. Voilà. Pourquoi t'as voulu justement te lancer sur YouTube? Quelle a été l'étincelle qui t'a donné envie Ça, quand mes profs m'ont dit on va pas t'aider à réussir dans le métier, je me suis dit alors j'ai pas d'agent, j'ai pas quand on n'a pas d'agent, on peut pas accéder au casting, c'est pas possible. Enfin, il y a des petits castings comme ça qu'on peut avoir de temps en temps pour des projets un peu amateurs ou quoi, mais les gros castings, c'est très compliqué d'y accéder. Donc je me disais j'ai aucune chance en fait s'ils m'aident pas. Et puis, j'avais pas non plus l'argent pour faire des stages. On propose aux comédiens de faire des stages parfois pour rencontrer des gens du métier. Moi, ça, je pouvais pas le faire non plus. Donc, je me suis dit, la seule chance que j'ai, c'est de moi-même me mettre en avant avec une chaîne YouTube. YouTube, ça commençait à bien marcher. Il y avait déjà Cyprien, Norman, Natou qui étaient un peu propulsés. Donc, je me suis dit, bon, on va tenter. Après, c'était pas que pour ça. J'avais aussi envie de tester YouTube parce que je trouvais ça cool comme plateforme. Mais à l'arrière de ma tête, je peux pas nier qu'il y avait ce truc de me dire allez, on sait jamais. En fait, quand on est comédien comme ça et qu'on sait qu'on est une goutte d'eau dans un océan d'autres comédiens, il faut explorer toutes les pistes possibles et avoir conscience de ce qu'on sait faire, ce qu'on sait pas faire. Moi, je savais que j'étais pas très bonne en plus. J'étais vraiment pas la meilleure comédienne de mon école. Donc voilà, j'ai fait ça. Et t'as commencé en ouvrant ta chaîne ou avec... Non, j'ai ouvert ma chaîne tout de suite. Celle qui existe aujourd'hui, c'est la même qui existait il y a maintenant 10 ans, je pense. Ah oui. Et oui, comme quoi j'ai une évolution très lente. Si tu prends ton temps, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que assez vite, j'ai fait beaucoup de vidéos. J'ai fait une vidéo par jour pendant plusieurs semaines, voire même mois. Une vidéo par jour? Ouais, mais c'était plus de l'expression orale, spontanée. C'était pas écrit ni rien. C'était plus du podcast, du coup. Ouais, voilà, exactement. Mais mine de rien, ça a plutôt bien marché. Et j'ai été remarquée du coup par Daphné Tavo, qui est devenue mon agent après. Et elle m'a présenté à tous les gens du métier, de YouTube, des gens qui étaient déjà dans son agence. Et là, j'ai commencé à travailler sur des projets collectifs. Donc après, on a fait Good Monique, tout ça. Et j'ai délaissé ma chaîne perso. Du coup, c'est pour ça aussi qu'il y a eu une évolution un peu lente sur ma chaîne. Elsa, t'as une question? Oui, moi j'avais une question par rapport à YouTube. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un, à une jeune fille qui voudrait se lancer sur YouTube? Une jeune fille? Ouais, non, mais parce que... Est-ce que c'est pas le même conseil. Admettons, moi je veux me lancer sur YouTube, quel conseil est-ce que tu me donnerais? Alors, YouTube d'aujourd'hui n'est pas le même déjà du YouTube sur lequel moi j'ai commencé avant. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui sur YouTube. Donc, pour commencer, il faut vraiment se démarquer. C'est un peu bête à dire, mais avoir une ligne éditoriale très claire et s'y tenir et être très régulier dans le post de vidéo le plus rigoureux possible, en fait. Aujourd'hui, il y a des règles, en fait, vraiment très strictes si on veut un tant soit peu essayer de réussir sur YouTube. Alors évidemment, il y a toujours des exceptions, hein. Il y a toujours des gars qui vont faire des buzz parce qu'ils ont glissé sur une peau de banane, tu vois. mais faut pas miser là-dessus. Faut savoir exactement de quoi tu as envie de parler et t'y tenir et essayer de te démarquer. Voilà, c'est un peu... Bon, c'est bon, je retiens. Tu vas pouvoir lancer ta chaîne. C'est très flou comme conseil, je sais bien, mais... Mais tu disais que ce serait pas forcément le même conseil entre un conseil à une fille et un garçon? Le truc, c'est que les filles, sans vouloir être misérabilistes, on sait qu'on est un peu pénalisé sur YouTube aujourd'hui. Vous faites pas partie, effectivement, des chaînes qui sont les plus suivies, forcément. Non, on est par un phénomène assez compliqué, on n'est pas favorisé par l'algorithme. Du coup, il y a 2 fois plus d'efforts encore à faire.
Faire des collabs, c'est bien aussi. Moi, j'encourage les créatrices à faire un maximum de collaborations parce que c'est comme ça qu'elles arrivent à se mettre en avant. Et puis, il y a aussi des ressources comme les internets qui existent pour aider les femmes créatrices, etc. Voilà. Gabriel. Oui, il y a un terme que tu as utilisé qui m'a intéressé, c'est celui de ligne éditoriale. Est-ce que une chaîne YouTube, c'est un peu comme un magazine pour toi ? Pas forcément, mais de plus en plus, c'est le chemin que ça prend. En tout cas, les chaînes qui fonctionnent, en général, on voit qu'il y a toujours une ligne éditoriale, entre guillemets, même si c'est le gaming un peu foufou de Squeezie, par exemple, c'est sa ligne éditoriale. En vrai, le fast cam, comme ça, spontané, c'est son truc. Il fait pas de sketch, il fait pas... Enfin, chacun a une identité, en fait. Et, il fait du Squeezie. Voilà, quoi. et ça devient de plus en plus comme ça, et... maintenant, on a beaucoup sur YouTube de programmes culturels. Il y a vraiment une grosse émergence des vidéastes qui font de la vulgarisation, d'histoire, de science, etc. Et franchement, moi, je trouve que leurs programmes ressemblent à des émissions. Hein. Il y a des génériques, il y a des tons, il y a des intros, il y a des machins, ouais. Non, j'allais dire, effectivement, je pense au Grand JD, dans ces vidéos, effectivement, commencent notamment les épisodes Fantasma avec un générique. Donc, effectivement, on peut retrouver des liens avec la télévision. Oui, puis quand on va sur la chaîne du Grand JD, on sait ce qu'on va avoir. Oui. On sait qu'on va y parler. Oui, une ligne éditoriale, justement, voilà. Effectivement. Ouais. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de femmes qui font du paranormal. Il y a Jill. Oui, Jill, tout à fait. Après, moi, c'est pas trop ma branche, donc je connais pas plus que ça. Mais non, c'était plus une réflexion, effectivement, qu'une question pour toi. Hein. Mais donc, revenons à toi. Les premiers fanzous de Marjorie Lenouan te connaissent peut-être par la chaîne Good Monique. Oui. Avec laquelle qui fait partie de tes débuts sur YouTube, donc avec Audrey Pirot et j'ai caressé la cuisse de mon voisin. Il y a eu un rapprochement du coup, j'ai failli main-cuisse. J'ai failli dire Audrey Pirot et Florian Guillot, ce qu'aurait fait un tout autre trio de Good Monique. Non, c'est donc Juliette Rezanini, Audrey Pirot et toi. Balance ton porc. qui avait formé Good Monique. Comment est venue la création de cette chaîne ? C'est des producteurs qui se sont dit qu'il y avait un filon. En fait, il n'y avait que des chaînes masculines, des chaînes de groupes masculines. Et ils se sont dit, tous en même temps, tous les producteurs web de cette époque se sont dit, il faut faire une chaîne féminine. Donc, moi, je sais que j'ai fait au moins 3 rendez-vous avec 3 prods différents à la même période. Et il y a une prod qui allait plus vite que les autres et qui nous a réunis en réunion. En fait, elles ont casté Juliette, moi, Audrey et une 4e personne qui n'a pas survécu au groupe, qu'on a malheureusement un peu évictée, on va pas se mentir, la pauvre. Ça collait pas trop. Et faut qu'il y ait une alchimie pour créer un trio, c'est sûr. Et, no offense. Mais du coup, pour Good Monique, vous connaissiez pas du tout avec Juliette et avec Audrey ? Bah non, on s'est rencontrés à cette réunion et très vite. Alors très vite le courant est passé et on s'est dit que et on a tout créé en fait. On a créé le nom de la chaîne, on a créé la ligne éditoriale justement, on a tout écrit. On a tout co-réalisé avec Jérémy Strom, un chouette réal, voilà. Et puis une fois qu'on a fait ça, au bout de 6 mois, la prod nous a dit ça marche pas. Ah ouais non. Vous aviez combien d'abonnés ? Je sais même plus, mais pas suffisamment. 60 000 peut-être, mais en fait le truc c'est que eux, ils avaient pas du tout de patience. En fait, ils avaient pas le truc En fait, ils avaient pas un bon raisonnement de producteur qui est d'attendre qu'un truc. Merde, pardon, j'arrête pas de pas de soucis. D'attendre ça crée un environnement sonore. Oui, et du coup, ils nous ont tège au bout de 6 mois. Donc, je juste revenir sur Good Monique. Vous avez donc écrit, c'est vous qui écriviez les sketchs tout. Ouais. Et du coup, comment s'est fait cette alchimie vous aviez les mêmes univers un peu dans les... Pas vraiment. Alors, Audrey et moi, on a des univers assez... Ouais, on a un peu le même humour. Juliette, parfois, c'était un petit peu différent et c'est ça qui est hyper cool parce qu'elle a apporté vraiment quelque chose. Je pense que ça aurait pu être un peu répétitif ce que moi et Audrey, on pouvait proposer s'il n'y avait pas eu Juliette parce qu'elle a un univers plus... Elle vient du ciné, donc elle a un truc plus... elle aime raconter des histoires. Et voilà, et du coup, on travaillait ensemble, ça marchait. En fait, souvent, Juliette proposait une idée, moi, j'écrivais la structure, Audrey venait faire les dialogues. C'était un peu comme ça que ça marchait. Et c'est quoi ton sketch préféré de Good Monique, celui que tu as préféré faire ?
Je crois que le premier... non, c'est pas le premier, le deuxième. Le premier que moi j'ai écrit toute seule, c'était Mon admirateur secret. Et c'est pas parce que je l'ai écrit que j'aime bien. C'était même pas mon idée en plus, je sais plus qui a eu l'idée. Il est très drôle celui-là d'ailleurs. Mais je l'aime bien parce que moi j'ai une passion pour le rétro, donc c'était déjà un sketch rétro. Donc je trouvais ça rigolo. Je trouve qu'on a vraiment des gueules de cons dedans. Mais je les aime tous, franchement. Il y a Casting Porno aussi que j'aime bien. Que j'ai pas du tout écrit d'ailleurs, que c'était pas mon idée non plus. L'administration, moi je trouve très drôle ça. C'est pas mon préféré, mais il a bien marché. Ouais. Florian, t'as une question pour Marjorie? Qu'est-ce que tu préfères faire sur cette chaîne? Est-ce que justement tu me dis que tu écris? Est-ce que tu préfères écrire? Est-ce que tu préfères jouer? Si tu devais choisir qu'une seule fonction, est-ce que tu préfères réfléchir au décor et à la mise en scène, donc plus ou moins réaliser? Est-ce que tu préfères produire? Franchement, je sais pas. Si je devais choisir, ça serait vraiment très très dur. Ouais. Là, ça fait longtemps que j'ai pas joué. C'est maintenant. Voilà. On t'écoute. Je crois quand même que j'aurais beaucoup de mal à jouer sans plus jamais écrire. Donc, je dirais peut-être écrire quand même. Mais là, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ce serait moins douloureux d'écrire sans jouer. Ouais, je pense. Okay. Ouais, je pense. Ouais, puis quand t'écris, quand tu joues et que tu fais que jouer, t'es un peu frustré parce que tu dépends toujours de l'univers de quelqu'un d'autre. Mais c'est cool, hein, mais je pense que je m'ennuierais un peu si je faisais que jouer. Et d'autres fans de toi te connaissent par le Latte Show. T'as une communauté. Oui, les Marjorettes. Est-ce qu'il y a des comptes fans d'ailleurs de toi sur Instagram? Oui. Ah bah voilà, je le savais. Oui, il y en a, c'est rigolo. Je le savais. On rit énormément avec ces montages. Ah oui? Ouais. Ah oui, ils font des montages de toi. Oui. Ah bah faut qu'on aille voir ça sur Instagram. Dont une que je connais puisque je suis allée carrément la rencontrer au Québec. Ah bah oui, t'as fait une vidéo dessus. Voilà, coucou Jade. Eh ben, on salue Jade. Elle était tellement dévouée que je suis allée jusqu'à elle. Et donc d'autres te connaissent par le Latte Show. Peut-être que c'est le cas de Jade. Le Latte Show, ça a été donc la suite de Good Money auquel s'est ajouté donc Natou et Léa Camilleri dans un premier temps. Exactement. Oh, vous êtes bien renseigné, monsieur. Oh bah écoutez, c'est mon travail. Hein, oui. Après, quand nos prods nous ont lâchés, quasiment le jour même ou le lendemain, je crois vraiment le lendemain, mon agent avait un rendez-vous avec Mixicom, qui sont aujourd'hui chez Webedia, les fameux gros producteurs web d'aujourd'hui, et en fait on leur a pitché, on leur a montré ce qu'on avait fait et ce qu'on voulait continuer à faire, et ils nous ont dit ok, on reprend la chaîne, on refait une chaîne. Et c'est vrai qu'ils avaient envie de faire intégrer Natou au collectif, et ça ne nous a pas posé de problème puisque Natou c'était déjà une amie, donc on était très contents de la voir. Et puis Natou a proposé Léa, puisque Léa ça faisait un moment qu'elle faisait des vidéos aussi seule, et voilà. Et ce collectif, à la base, vous aviez un concept qui a un peu évolué au cours du temps sur cette chaîne YouTube. On n'a jamais trouvé le concept de cette chaîne. Non, pour être très honnête... Le premier épisode, c'était une sorte de parodie de Late Show, c'est ça, américain? Oui, c'est exactement ça. Voilà, d'où le nom, le Latte Show. Donc autant vous dire que des fois, à trop brainstormer, il y a des... Mais oui, ça a été très... En fait, là, ça a été trop compliqué. Je pense que d'être à 5 sur une chaîne... Et là, pour le coup, on avait vraiment des univers différents. Donc moi, Audrey et Juliette, on avait réussi à un peu avoir une espèce d'osmose. Après, Natou, elle avait encore un autre univers, et Léa encore un truc complètement différent, et du coup on n'arrivait pas. Ah oui, à vous accorder. On avait vachement de mal à s'accorder sur ce qu'on voulait faire. Moi, je voulais pas du tout faire un concept d'émission. Mais non, je trouvais ça chiant. Enfin, moi, j'aime pas la télé et tout, donc je voyais pas trop l'intérêt de faire ça. Mais je me suis laissée convaincre, et puis on a fait un test, ça n'a pas marché, donc on a fait autre chose, puis après on a encore fait essayer de faire autre chose. ça en constante évolution. Et puis autre chose, et puis après on s'est dit bon, on va prendre un café, puis on va laisser cette chaîne un peu de côté. Voilà. Et pareil, même question, est-ce qu'il y a un sketch que tu as préféré tourner sur le Latte Show? Alors on en a tourné tellement que j'ai même pas franchement j'aimais bien les vidéos musicales, on a fait des trucs, le rap des héroïnes, j'aimais bien, voilà. Sinon c'est horrible à dire, mais je suis pas très fière des sketchs de cette chaîne. À chaque fois quasiment
Quand ça sortait, je me disais non, j'aime vraiment pas en fait. Après, ce qui était compliqué aussi avec le latte, c'est que comme on n'avait plus le temps d'écrire, on nous a foutu des auteurs. Ah oui. Et je les aime bien, hein, mais c'était pas du tout mon univers. Ça vous ressemblait un peu moins, Non, puis c'était souvent des mecs qui écrivaient en se disant on écrit pour des filles. Du coup, ils écrivaient des trucs super stéréotypés. Ouais. Du coup, c'était chiant en fait. On faisait des trucs qu'on n'avait pas envie de faire en fait. Genre des sketchs sur les chaussures. Ouais. Et paradoxalement, c'était vraiment des mecs qui les avaient écrits. Donc les gens disaient ouais, c'est très girly et tout. On disait si vous saviez. Mais alors que nous, jamais, à l'époque de Good Morning, jamais on aurait écrit des sketchs comme ça, quoi. Mais bon. Gabriel, voilà. T'as une question pour... Oui, je voulais savoir, du coup, à l'avenir, après cette expérience en demi-teinte, est-ce que tu aurais des conseils pour apprendre à faire coopérer des univers différents ? Il faut un directeur artistique qui coordonne tout le monde et qui soit très bon et qui soit suffisamment... ferme et diplomate et bon auteur aussi pour coordonner les univers de tout le monde. Ça fait beaucoup de qualité. Ouais, c'est très dur, directeur artistique. C'est vraiment dur. Et on a essayé d'en trouver. C'est pas pour... je veux pas être méchante avec ceux avec qui on a travaillé. C'était des chouettes auteurs et tout, mais je pense que c'était trop difficile pour eux de... Puis bon, on était 5 gros caractères aussi. Donc, mais ouais, je pense qu'un directeur artistique, c'est bien quelqu'un qui tranche, en fait. Il faut quelqu'un qui tranche. Il faut un chef de groupe. S'il n'y a pas de chef de groupe, c'est juste l'anarchie totale, en fait. Voilà. Donc ça a été plus simple pour ta chaîne YouTube qui, perso, du coup, et qui a évolué aussi d'ailleurs au cours du temps. Puisqu'il y a eu il y a eu des sketchs et aujourd'hui, donc les sketchs, c'est fini. Ouais. Oui, il y a eu des sketchs parce que j'ai commencé avec ça, avec la comédie et tout. Et t'en as fait encore l'année dernière des sketchs, pour ça que je... oui, mais en fait, alors moi, c'est vrai que c'est un peu le bordel dans ma tête donc, et dans ma vie, donc c'est vrai que j'ai pas trop... Je suis tout le temps c'est tout le temps des vagues, je n'ai pas de... Mais oui, effectivement, j'ai fait des sketchs et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, je me forçais à faire des sketchs et que, oui, j'avais des idées de sketchs parce que j'aime la comédie, mais en vrai, ça me faisait chier de les réaliser. Je trouve qu'on voit déjà trop de comédies sur YouTube, c'est bon, on a fait le tour. Vraiment, je trouve qu'on a largement couvert le sujet de l'humour et j'ai eu envie de faire autre chose. Elsa, mais est-ce que c'est pas ça l'avantage de YouTube, de pouvoir faire en fait ce que tu veux quand tu veux Oui et non, parce qu'en fait, alors oui. Et c'est ça que tu es censé faire, sauf que très vite, tu te trouves influencé par tes abonnés, ce qu'ils veulent, ou ce que l'algorithme veut, ce qui marche pas. Donc, moi, c'est ça, en fait, depuis que je suis sur YouTube, c'est une lutte permanente entre ce que j'ai envie de faire et aussi la tentation de faire ce qu'on attend de moi. J'ai encore tapé dans la table, je suis désolée. Oh, c'est pas vrai, enlevez-moi cette table. La tentation de faire ce qui marche en fait. Donc j'ai fait un peu des deux. Des fois j'ai fait des trucs en me disant ça marche et en fait oui, des fois effectivement ça marche, mais moi ça me fait chier quoi. C'est vraiment donc bon. Et pourquoi as-tu voulu te convertir aux vidéos sur le vintage ? C'est ce que tu fais maintenant, c'est ça ? C'est comment tu qualifierais ce que tu fais maintenant ? Des podcasts sur le vintage ? Ouais, je sais pas, des vidéos sur l'univers rétro vintage. En fait, là j'ai tranché, je me suis dit en fait je vais vraiment faire ce que j'ai envie de faire parce que je n'aurai pas la force de continuer à faire des vidéos si je fais des trucs qui me plaisent pas. Je me connais, je vais abandonner. C'est comme les études. Si je fais des études qui me plaisent pas, je vais lâcher. Et plutôt que de lâcher YouTube, je me suis dit fais vraiment un truc qui te plaît. De toute façon, là, mes vidéos, elles marchaient déjà plus parce que depuis que l'algorithme a changé, tous les chiffres se sont effondrés. Alors, je faisais déjà pas des millions de vues, mais là, vraiment, ça s'est cassé la gueule. Donc, je me suis dit, tant qu'à être par terre, autant faire ce qui me plaît. Et on verra bien. Et paradoxalement, depuis que j'ai commencé à faire ces vidéos sur le rétro, en fait, mes chiffres ont remonté. Je regagne des abonnés alors qu'avant, j'en gagnais plus. Je recommence à faire des vues. Alors, c'est pas encore foufou. Mais en tout cas, là, ça y est, je me sens bien dans ce truc-là. Mais d'ailleurs, Oui, Florian. Non. Ah, d'accord. D'ailleurs, le rétro, tu le fais déjà sur une autre chaîne qui s'appelle Rétro Moro, c'est ça ? Je le faisais, alors... Putain, c'est pareil. Non, mais le problème, c'est que sur Rétro Moro, en fait, c'était une un peu plus grosse prod, entre guillemets. Enfin, je tournais en studio, j'avais une réal. Parce que là, ce que je fais sur ma chaîne, je le fais dans ma chambre, comme à l'époque, à la bonne franquette. Voilà. Et le truc du studio, c'est que ça me décourage un peu aussi.
Et en fait, ma réal est partie. Elle est partie aux États-Unis. Et quand elle est partie, j'ai eu moins la foi. Moins la foi de continuer. De monter toute seule, de trouver un autre réal et tout. Je sais pas, ça fonctionnait. Mais après, j'ai pas abandonné. Hein. J'ai 3 montages à faire. À venir. Et je pense que je vais les faire, mais la chaîne en anglais, et voilà, c'est un peu plus difficile de la lancer. D'ailleurs, j'ai un extrait de toi dans une interview de 2016 que j'aimerais te faire écouter. Si je commence à faire une chaîne en anglais, tout le monde va se dire ok, le boulard, la meuf. Du coup, t'as. Et finalement, le boulard, je l'ai fait. Non, mais en fait, avec le recul, je comprends pas cette réaction. Pour moi, c'est vraiment la. Bah oui, moi je trouve pas ça. Mais c'est très français, c'est la culture de l'échec en fait. Quelqu'un qui parle plusieurs langues, on lui fait oh là là. Pourquoi ce serait prétentieux d'avoir une chaîne en voilà, anglais, parce que les Français ils adorent l'échec et ils adorent être nuls dans des trucs. Mais et dès que quelqu'un sait faire un truc, ils font. Mais on te l'a reproché de faire une chaîne en anglais, c'est ça parce que non, on me l'a pas reproché. Non, on me l'a pas reproché. Je suis peut-être parano en fait. Non mais. Il y a des gens qui comprennent pas. Ouais. Mais en fait, à l'époque, le truc c'est que je voulais parler de la culture. En fait, le rétro. Bon là ça commence à être en France ça commence à s'installer un peu plus, mais pendant longtemps c'était plus un truc anglo-saxon et c'est beaucoup plus facile de parler de rétro en anglais ou sur des sujets de culture américaine ou anglaise que tu vois que la France il y a moins de choses à dire et moi j'avais envie d'aller dans des événements internationaux, je voulais parler de culture américaine et je me suis dit sur un public français je sais pas si ça va marcher de ouf, donc je me suis dit tant qu'à faire autant ouvrir la chaîne en anglais. Ça me fera pratiquer. Oh bah non, mais tu parles très bien l'anglais d'ailleurs. Oui, avec un accent, mais Mais t'as eu un public du coup américain? Bah ouais, en fait, quand tu fais une chaîne en anglais, t'as tout le monde, t'as tout en fait. C'est ça qui est trop bien en fait, c'est que t'as tous les pays, pas seulement les États-Unis et la France, mais tous les pays. Tout le monde peut se retrouver. C'est comme ça que PewDiePie, il a réussi à faire un carton sur sa chaîne parce qu'il est suédois à la base. S'il avait fait des vidéos en suédois, il serait pas ce qu'il fait aujourd'hui. Ça ouvre à beaucoup plus de gens, donc et puis voilà, j'avais envie de voir autre chose. Toujours dans le rétro, t'organises un nouvel événement qui s'appelle Aérobic 80, c'est ça? Aérogym. Pourquoi Aérobic? Parce que c'est de l'aérobic. Oui, c'est ça, mais Aérogym 80. Tu peux nous le présenter du coup pour les auditeurs? Oui, en fait l'idée c'est pareil, ça part un peu de Rétromoro, ma chaîne, j'ai envie depuis longtemps de créer des événements immersifs sur le rétro. Et du coup, là, j'ai commencé avec un premier truc assez simple qui est un événement d'aérobic, donc années 80. Donc, en gros, on situe un peu l'event en 87. Il y a un atelier maquillage-coiffure où on fait un peu de... Enfin, voilà, on relook les gens, on leur apprend un peu les tendances de l'époque. Et puis, on joue un peu la comédie. En gros, voilà, moi, quand j'anime l'atelier, je parle comme si je vivais en 87, comme si on était tous en 87. Donc, il y a un peu de jeu de rôle dans l'événement, que j'aimerais bien pousser d'ailleurs à l'avenir. Et après, les gens vont faire le cours d'aérobic qui sont coachés donc, par une danseuse. C'est pas toi qui coach? Non. J'y ai pensé, j'ai fait non. Non, j'ai pas d'endurance, je sais pas danser, enfin non. Mais tu danses avec eux quand même? Bah non. Ah non, même pas, d'accord. Je l'ai fait pour le premier event, j'ai eu très chaud, je me suis dit non, en fait, c'est pas mon rôle. Je vais les soutenir. Ouais, non, mais il y a une coach qui est là, qui est danseuse professionnelle, Armelle Gerbeau, pardon, et qui est super, donc ils ont pas besoin de moi en fait. Et non, moi je coordonne tout. Mais sans Elsa, oui. Alors, question musique, quelle est la chanson sur laquelle il faut se déhancher lors d'un cours d'aérobic des années 80? Wake Me Up Before You Go Go, hein. C'est le classique. Et aussi Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Bon, alors ça, c'est les conseils musicaux. Ouais. C'était le questionnaire Madonna. C'est ce qui passe pendant... Il y a une BO, j'ai créé la playlist et évidemment, je me suis amusée. Hein. C'est tous les gros classiques, Flashdance... Maniac, tout ça. Après, il y a 2-3 petits trucs un peu plus
pas pointu, mais un peu moins attendu, ouais, mais voilà, moi j'adore la musique des années 80. Donc, Et ça dure combien de temps du coup ? Alors, l'atelier dure 1h30, le cours 1h, donc ils sont 2h30 en otage avec nous. Et en fait, c'est trop drôle de les voir arriver, parce qu'ils arrivent, ils sont tout timides, ils savent pas trop où ils mettent les pieds, et ils ressortent, ils sont super euphoriques, ils transpirent. Ils ont les cheveux complètement fous, ils ont du maquillage, les mecs sont maquillés, les filles sont maquillées, tout le monde est maquillé, tout le monde est en tenue. Et ils sont maquillés comment, les hommes, du coup ? En fait, les années 80, c'est le moment où les barrières hommes-femmes sont un peu tombées, et les hommes se maquillent un peu, alors pas tout le monde, tu vois, pas les darons, pas les banquiers, pas les médecins, tu vois, mais les jeunes... par la culture New Wave et tout ça, on commençait à adopter des codes de maquillage. Par exemple, le trait d'eyeliner, il y a beaucoup de garçons qui se faisaient juste soit un trait de crayon dans les yeux, soit de l'eyeliner. Comme par exemple Robert Smith de The Cure qui a lancé le truc. Ouais, c'était rock, c'était pas du tout un truc efféminé comme on peut parfois l'associer. C'était au contraire hyper sexy, hyper rock. Après, il y avait des gens qui se maquillaient beaucoup plus, et là qui allaient plus vers un truc féminin comme Boy George, où là il avait un full make-up, rouge à lèvres, blush et tout. Mais, et du coup, en fait, je suis contente parce que j'avais peur de pas avoir de garçons au cours, et en fait, j'en ai. Alors, j'ai une minorité, mais j'en ai, et ils sont chamés. Et ils sont trop drôles, ils ramènent leurs potes et ils jouent le jeu, ils se maquillent, ils se coiffent, ils ont des vêtements hyper cool. Pas les mêmes que les filles, du coup. Et c'est à quelle fréquence, du coup ? 1 fois par mois pour le moment. D'accord, ok. Donc à l'entrepôt, ouais. Et on peut déjà prendre nos billets pour... Oui, allez sur le compte Instagram Aerogym80 et vous verrez un lien vers la billetterie. Voilà, là, les billets sont en ligne pour le 12 janvier. Eh ben, prenez vos billets, écoutez. Mais je vous en supplie. On note. Prenez vos billets. Et vous n'êtes pas obligé de vous maquiller, hein, si vous voulez pas. C'est très libre. Revenons au cinéma, Marjorie. Ah oui, c'est vrai. On t'a vu dans combien dans plusieurs longs métrages, notamment. Très peu, hein. Peu. Joséphine S'arrondit, les nouvelles aventures de Cendrillon. 2 longs métrages. Sauf si tu comptes les figurations. Un peu plus. 2 longs métrages, ouais. Et du coup, comment t'es arrivée sur ces projets-là, qui ont pour point commun Marie-Lou Berry. Marie-Lou Berry. Je suis... Oh, et les gens vont dire, elle est pistonnée, celle-ci, ou quoi ? Non. Oui, car c'est comme cela que fonctionne le cinéma français. Oui, bah oui. Non, mais... ceci dit, j'ai passé des castings. Hein. Marie-Lou m'a fait passer un casting pour son film, d'ailleurs pour un rôle plus important que je n'ai pas eu. Et c'est normal en plus. Pour lequel tu parles des Cendrillon non, pour Joséphine S'arrondit, elle m'a casté pour le rôle de sa sœur, mais je pense que la prod voulait de toute façon quelqu'un qui avait déjà un peu un nom dans le métier. Donc ils ont pris Vanessa Guide, et puis j'ai peut-être pas été très bonne au casting non plus d'ailleurs. Mais en tout cas, oui, Marie-Lou a eu la gentillesse de m'offrir un petit rôle dans son film. Et après, il y a eu Cendrillon. Tu joues une des 2 sœurs, c'est ça ? Ouais, non, mais là, c'est pareil, j'ai passé le casting, en fait. J'ai passé un casting. Non, je joue pas une des 2 sœurs. Ah non, une des prétendantes. Non, je joue une princesse, prétendante. Mais c'est très court, hein. Ça, on a plus une participation. Et du coup, qu'as-tu découvert de l'atmosphère, justement, de ces tournages de longs métrages ? Que j'adore. Ça t'a donné envie, ouais. Ouais, c'est trop bien. En fait, j'ai eu un maximum de pression sur Joséphine S'arondit. Genre, quand je suis arrivée sur le tournage, je me suis dit, waouh, là, c'est trop, en fait. Même si je suis habituée au tournage avec YouTube, parce que maintenant, YouTube, c'est quand même... ça s'est vachement professionnalisé, donc on a des vraies équipes, c'est des vrais tournages, quoi. Mais arrivé sur un long métrage, on sent que l'enjeu, il est pas du tout le même. Il y a beaucoup plus de tension. Ça va beaucoup plus vite. On peut pas refaire plein de prises, en fait. Le plan de travail, il est très serré. Donc, j'étais très, très, très tendue. Et heureusement que c'était Marie-Lou qui dirigeait, parce que... Et en plus, ils ont tout de suite dit, on commence par tes plans et tout. Ouais. J'avais envie de mourir. Et en fait, c'est hyper bien passé. Ça s'est hyper bien passé, voilà. Elsa, oui. Non. Ah d'accord. Et Cendrillon, c'était trop cool. En plus, il y avait Didier Bourdon. J'étais ravie, quoi. Il y avait Didier Bourdon, Arnaud Ducré aussi. Ouais. Ah, d'accord. C'était... non, mais c'est... Ouais, c'était cool. Il est sorti en 2017, c'est ça ? Aucune idée, je sais plus. D'accord. C'était par les producteurs des Nouvelles Aventures d'Aladin, c'est ça ? C'était une sorte de déclinaison vers la même franchise, le conte Cendrillon. Il y a un réalisateur ou une réalisatrice avec lequel tu aimerais tourner, français ou étranger d'ailleurs ? Oui. Plusieurs, j'imagine, mais si tu devais en citer. En français, je disais, j'aime beaucoup Maïwenn.
Après, je pense que c'est pas facile de tourner avec elle, mais elle est waouh. Elle est une grosse personnalité. Emmanuel Berco aussi, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Kassovitz, mais il réalise plus trop. Mais pas dernièrement, ouais. Pas ses propres films. J'aimerais bien qu'il refasse un film qu'il a écrit. Je sais pas, il y en a plein. Hein. Franchement, Audiard, Jean-Pierre Jeunet, voilà, il y en a plein. Florian, tu as une question. Et pour prolonger la question, si tu devais partager l'affiche avec un acteur ou une actrice, ce qu'on te souhaite d'être tête d'affiche avec un acteur ou une actrice, qui ce tu serait... choisis? Français? Ce que tu veux. Alors, américain, c'est sûr, je redirais Al Pacino, parce que c'est mon idole absolue. Après, il y a 1 milliard de gens que j'adore dans le cinéma hollywoodien. Je suis très branchée cinéma hollywoodien. Donc, moi, j'aime bien les stars un peu à l'ancienne, hein, l'ancienne génération. Les Dustin Hoffman, les De Niro et tout. Maintenant, en France, j'ai moins d'idoles en France, je dois avouer. Alors, Florian. autre question. Ah si, Alain Chabat, j'aime bien quand même. Burger Quiz, tu nous entends. Si... Je vais te citer 3 acteurs américains. Ouais. Il y en a un avec qui tu vas pouvoir tourner tous C'est les vrai jours de ta vie. Un avec qui tu vas tourner une On a seule organisé fois. ça. Et l'autre avec qui tu tourneras jamais. Ah. Faut que tu nous dises entre Al Pacino, Ouais. Robert De Niro et Dustin Hoffman. Oh, Qu'est-ce mais que c'est tu fais horrible. Bah vas-y, dis-nous, qu'est-ce Tu que pouvais tu pas fais me balancer un acteur nul là. C'est qui l'acteur nul? Je sais pas. Aussi français, j'ai des idées. Je peux pas me balancer un Nicolas Bedos, non, par hasard? Non, parce que Nicolas, moi j'aime beaucoup le réalisateur. Ici on aime beaucoup Nicolas Bedos. Moi, j'aime Ah beaucoup, ouais, bah vous j'adore. le connaissez pas personnellement, je crois. Parce Je le connais pas personnellement, Ça mais balance. Monsieur, Madame Adelman. Oh, écoutez, les gens sont venus pour des doses ou pas? Allez, on balance. Si je le croise, je vais être très mal. Un jour, bon, de toute façon, Ah ouais il ne saura jamais ce que j'ai Ah, t'as dit, une ça. anecdote avec Nicolas Bedos? Non, mais il a une très mauvaise réputation, Nicolas Bedos. J'ai plusieurs anecdotes à son Eh bien, sujet, c'est mais l'invité de la semaine prochaine. Exactement. Non, mais après, pas de jugement hâtif. Non, mais tous les jours de ma vie, vraiment Pacino, hein, je pense, parce qu'en plus, au-delà d'être un excellent acteur, je suis intimement convaincue que c'est un très chouette humain. Moi, je l'ai rencontré à New York quand j'étais folle et que j'avais voyagé juste pour aller le voir. Et je le stalkais. Et à chaque fois qu'il me voyait, il était d'une extrême gentillesse. Ah ouais alors que je le stalkais. Donc t'as déjà échangé avec lui? Ouais, j'ai déjà échangé avec lui. Il m'a pris dans ses bras. Wow. Non, ouais. Enfin, échanger avec lui, on s'est pas taillé la bavette. non plus, mais ouais, je l'ai rencontré. Il a l'air extrêmement gentil, doux, attentif, disponible pour les gens qui sont autour de lui. Enfin bref, alors que le mec, il a une carrière tellement longue qu'il doit en avoir ras-le-bol de faire des selfies et de signer des autographes. Mais bon, bref. C'était quoi l'autre? Un jour Et l'autre avec qui tu ne tourneras jamais. De Niro et Dustin Hoffman. C'est si dur. C'est très dur parce que... En fait, De Niro, je pense que ça doit être chambé de tourner avec lui, mais il doit pas être facile. Il n'a pas la répute d'être hyper facile. Alors que Dustin, je pense que c'est très cool, très rigolo. Je crois que c'était compliqué pour Meryl Streep sur Kramer contre Kramer avec Dustin surtout, Hoffman. avec Dustin Hoffman, Oui, pardon, avec je croyais que Dustin. t'allais dire avec De Niro. Ah non, avec Dustin Hoffman. Ah ouais? Oui, mais je crois que c'était merde. c'était pas évident. Ouais. Ah, nous aussi on a des doses. Hein. Ouais, tu vois, des fois, il y a des... Moi, tous les jours, je contacte Dustin Hoffman. Peut-être, c'est vrai, des Tu fois, le il y a stalk. des gens, on a des images comme ça. Non, je pense que je tournerai quand même avec De Niro parce qu'il faut le faire une fois dans sa vie, non? Oui. Je pense que ça peut être sympa, ça peut être agréable. Et d'ailleurs, on peut parler aussi de Leonardo DiCaprio, par exemple. Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié celui-là. Que tu as un petit peu demandé en mariage, c'est ça? Oui. Vraiment, tout à fait. c'est pas faux, hein, c'est pas un mensonge. Je l'ai pas vraiment demandé en mariage. déclaré ta flamme, disons. J'ai dit qu'on était mariés, j'ai enlevé mon manteau et j'avais une robe de mariée, effectivement. Dessus, devant Leonardo DiCaprio. Lui, pareil, du peu que j'ai pu le voir, il a l'air extrêmement gentil. Il a été absolument... donc pour les gens qui n'ont pas le contexte, j'ai fait... il y a longtemps, j'ai fait un... J'allais dire un prank, quelle horreur. C'était pour la sortie de Monuments Men, c'est ça? Non, pour le Loup de Wall Street. Wall Street. Et c'est une très longue histoire. Ça devait être une OP, finalement. Quand on a eu DiCaprio, on s'est dit, ça peut pas être une OP, parce qu'il va clairement nous faire un procès si on fait une OP sans lui avoir demandé son autorisation. En gros, je me suis retrouvée à faire une vidéo caméra cachée, ce que je déteste le plus au monde. Ah ouais J'ai horreur des caméras cachées. Je déteste les faire et les voir. Mais là, vu qu'il y a eu cet emballement, en fait, ça devait être un autre acteur. Ça devait être un acteur français, un peu moyen.
Et pour Salut Nicolas. Non. Toujours. Non, mais pas moyens. Mais à la base, ça devait être Richard Berry. Et je me suis dit, mais pourquoi Richard Berry? C'est absurde. Les gens le connaissent plus. Enfin, je veux dire, ça parle pas à la nouvelle génération. Non, mais bon. À la nouvelle génération. C'est un super acteur. Attention, j'adore, énorme respect. Mais bon, c'était improbable. Et j'ai dit pour rigoler, mais pourquoi pas DiCaprio? Et on m'a dit, bah ouais, en fait, on connaît son agent ou je ne sais quoi, il vient bientôt. Enfin bref, il y a eu un emballement. Et avant que j'ai plus pu faire demi-tour, je me suis retrouvée sur ce tapis rouge, donc en robe de mariée, à faire une espèce de demande. Et j'avais très peur. Et on s'est imaginé toutes les réactions possibles. On s'est dit, il va peut-être... mettre ses gardes du corps sur moi, ou il va me mettre un vent. Ah oui, en croyant que tu es... tu sais, les Américains, faut pas... Tu sais, il y avait un cordon de sécurité et tout. Normalement, on a interdiction de les toucher. Faut pas... Moi, j'étais censée être journaliste. Personne n'était au courant que je faisais ça. Enfin, bref. Et en fait, il a été extrêmement gentil. C'est lui qui est venu vers moi. C'est lui qui m'a fait un bisou. Oui. Et voilà, il a été génial. Et à la fin, après, moi je me suis fait déchirer par Gaumont, le mec de Gaumont qui a foncé sur moi comme une fusée après en me disant mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais ça va pas la tête. Mais après l'événement, on a eu un retour de l'équipe de DiCaprio qui a dit qu'il avait très apprécié, que ça l'avait amusé, tout ça. Bon bah tant mieux, voilà, on a hâte de savoir quel sera le prochain. Mais j'espère trop. Le prochain sur ta liste. Al Pacino, mais ça sera ouais. Bah, on a déjà Al Pacino. Ah non mais caméra cachée c'est fini. J'ai plus l'âge. C'est. Et bah écoute, j'ai une dernière question pour toi. Si tu pouvais parler à la Marjorie de 15 ans, quel conseil lui donnerais-tu? On retombe sur une question très sérieuse. Wow, commence maintenant à bosser en fait. Commence déjà à travailler. Je sais pas. Tout ce que j'ai fait trop tard, je le ferai à 15 ans en fait. D'accord. Comme prendre des cours de théâtre, prendre des cours de chant, prendre des cours de danse. En fait, faut tout de suite faire des trucs utiles dès son adolescence plutôt que de passer énormément de temps devant la télé. C'est ce que je pense, mais bon, voilà. Bah, très bon conseil. Merci Marjorie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous nos clappeurs. Merci aussi à Ciné7, à nos partenaires OCD Univers Ciné. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et on compte sur vous pour le partager. En cette période de fin d'année, Clapement 5 reste exceptionnellement avec vous, mais à un rythme un peu différent. Des épisodes tous les lundis et vendredis jusqu'au 10 janvier où vous retrouverez vos traditionnels épisodes tous les lundis, mercredis et vendredis. On se retrouve donc dès vendredis toujours en ta compagnie Marjorie pour faire Ah bah oui. Ah mais ça m'arrange pas, vendredi je suis pas là. Ah ça, toujours pour faire donc le top 3 des meilleurs films sortis au cinéma en 2019. Soyez donc au rendez-vous pour cet épisode inédit et d'ici là, allez au cinéma. Et joyeux Noël. Joyeux Noël aussi. Mais je crois que ça passe après Noël. Mais Noël c'est tout le mois de décembre en fait.